Voilà, donc bonjour à tous. À l'absence aujourd'hui de Luc, nous sommes que deux, Jean-Charles et moi-même, pour continuer l'étude critique de la Constitution de 1958. Et nous sommes aujourd'hui nous sommes arrêtés la dernière fois à l'article 2, nous allons entreprendre aujourd'hui l'analyse objective de l'article 3. Donc je lis la première phrase de l'article 3, qui comporte trois alinéas, voilà. On va les prendre un par un, parce qu'ils sont finalement assez distincts les uns des autres. Premier alinéa de l'article 3, la souveraineté nationale appartient au peuple, qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Alors je considère que ce premier alinéa de l'article 3, qui fait d'ailleurs, je le dis en passant, qui fait d'ailleurs l'objet d'une polémique soutenue, et depuis maintenant plusieurs années, voire dizaines d'années, de la part notamment de plusieurs associations, mais je citerai l'association Article 3 précisément, son intitulé, de notre ami Yvan Bachot de Lyon, qui pointe un peu l'incohérence de cet alinéa que je vais moi détailler beaucoup plus, mais qui milite avec cette association pour que cette première alinéa soit modifiée dans un sens plus conforme à ce qu'il veut dire, en quelque sorte. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire, ce premier alinéa de l'article 3 Vous avez compris, je pense qu'il ne veut pas dire grand-chose, dans la mesure où c'est un exemple type de non-définition, puisque on commence par la souveraineté nationale, bon, et donc on s'attend à ce qu'on nous définisse cette souveraineté nationale. En fait, il s'agit d'une non-définition qui est remplacée par l'énoncé de caractéristiques. En quelque sorte, si on s'amusait à remplacer le mot appartient par signifie, donc la souveraineté nationale, ça signifie que le peuple l'exerce par ses représentants. Donc ça ne veut strictement rien dire. D'un autre côté, si on n'a pas de définition préalable de la souveraineté nationale, on n'a pas de raison de décliner les caractéristiques de cette notion. Voilà, donc première question que je soulève, et premier, je dirais, point de pénalité, qui est quasiment syntaxique, que j'attribuerais à ce premier alinéa. Donc, les caractéristiques de cette souveraineté nationale, c'est qu'elle appartient au peuple, et que le peuple l'exerce par différents moyens. Donc, il l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Alors, il y aurait une autre interprétation de la souveraineté nationale, plus exactement, cet énoncé de caractéristiques pourrait faire émerger une définition de la souveraineté nationale qui serait la souveraineté nationale, c'est élire des représentants et participer à des référendums. Donc à partir du moment où j'élis des représentants et je participe à des référendums, je suis la souveraineté nationale. On voit que là aussi, ça n'est pas convaincant du tout. Et de ce point de vue, on peut même mettre un deuxième point de pénalité pour ce premier alinéa. Donc ça, c'est plutôt l'analyse, le jugement qui tient à la clarté ou à la précision. Ça n'est pas clair, ça n'est pas précis. J'y ajouterai une troisième critique qui est le défaut de cohérence interne. Puisque nous avons pris l'habitude de juger, de noter de façon objective
les différents articles de la Constitution selon des critères de clarté, de précision et de cohérence. Et bien là, il me semble qu'il y a un très grave défaut de cohérence interne, dans la mesure où on ne peut pas dire que la souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants, puisque par le référendum, puisque le référendum est décidé par le représentant. Le référendum n'est pas décidé par le peuple, il est décidé par leurs représentants. Donc dire que la souveraineté appartient au peuple, que le peuple exerce sa souveraineté par la voie du référendum, alors ça veut dire qu'une souveraineté c'est vraiment pas grand chose, puisqu'on participe à, disons, une consultation populaire de la plus haute importance, hein, qui n'est pas décidée par le peuple lui-même. Donc défaut de cohérence interne. Si on voulait mettre au même niveau ces deux caractéristiques, c'est-à-dire souveraineté exercée par les représentants et souveraineté exercée par la voie du référendum, il faudrait que le référendum soit mis au même niveau que les représentants, qui sont décidés par le peuple, les représentants sont décidés par le peuple, il faut donc que le référendum soit décidé par le peuple. Donc voilà ce que j'ai à dire sur le premier alinéa de cet article 3. Le deuxième alinéa donc s'écrit de la façon suivante: aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. Alors sans, c'est la souveraineté nationale. Donc aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'attribuer l'exercice de la souveraineté nationale. Bon, là encore, il y a un défaut de cohérence, parce que une section du peuple, voilà, moi je vais en nommer une, c'est l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, c'est une section du peuple. L'Assemblée nationale s'attribue, disons, exerce la souveraineté par, disons, toutes les actions législatives et de contrôle qu'elle exerce. Et pour ce qui concerne un individu, eh bien, le président de la République, c'est un individu, hein, qui s'attribue l'exercice de la souveraineté nationale, puisque le premier article, le premier alinéa dit que la souveraineté est exercée par les représentants et par la voie du référendum. Donc la souveraineté est exercée par le président de la République. On voit bien que si on veut être extrêmement littéral, on arrive à une incohérence, et si on n'est pas littéral, on arrive à une imprécision. Troisième alinéa, le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la Constitution. Voilà. C'est-à-dire que ça veut dire que la Constitution dit que des fois il y a un suffrage direct, et dans d'autres cas il y a un suffrage indirect. Mais ensuite il y a une autre phrase: ce suffrage est toujours universel, égal et secret. Bon. Alors là, il y a un défaut de cohérence qui saute tout de suite aux yeux, me semble-t-il, c'est qu'un suffrage indirect n'est pas universel. Un suffrage indirect reste foncièrement de nature censitaire. Le seul suffrage universel, c'est le suffrage direct. Donc, dire qu'un suffrage indirect est universel, bon, c'est une incohérence. Donc ça fait un point de pénalité supplémentaire. Et puis, dernier alinéa sur lequel bon, je n'ai pas grand-chose à dire: sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux français majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques. Alors, je sais que sur cet alinéa, on pourrait faire des commentaires de type subjectif. C'est-à-dire c'est bien, c'est pas bien. Bon, si on s'en tient à l'analyse objective, bon, c'est clair. Les électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux français majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques. C'est précis. Voilà. Et je ne relève pas dans cette phrase d'incohérence. Donc, pas de point de pénalité pour le quatrième alinéa.
Voilà, donc pour l'article 3, Jean-Charles, je te laisse la parole pour euh, donner tes observations par rapport à ce que je viens de dire. Bonjour, eh bien, Christian, tes observations sont, je les reprends et je les trouve toutes très intéressantes et je les partage. Je reviens sur aucune de tes réflexions. Voilà. Je voulais ajouter des choses sur la mise en relation de cette histoire de souveraineté nationale qui appartient au peuple, qu'il exerce machin par les représentants et la voie du référendum, la mise en relation avec le dernier alinéa de l'article 2, qui donne, qui parle déjà de la souveraineté et qui explique un certain nombre de choses sur la langue, l'emblème national, l'hymne, etc., la devise et le principe. Son principe de la République française, le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Donc voilà, on a donc dans cet alinéa, le dernier alinéa de l'article 2, on a une espèce d'affirmation qui rassérène bien, on dit rassérène, oui, qui rassérène les lecteurs, les citoyens impliqués dans la vie de la nation. C'est très bien, le principe de notre République, c'est gouverner par le peuple, le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Donc là, tout le monde est content, tout le monde applaudit, et tout le monde est satisfait, et tout le monde est servi. Et puis, juste après, voilà, on a effectivement, dans l'article qui suit, l'article 3, cette première ligne qui voilà, fait déchanter en fait, le lecteur satisfait de l'article 2 et se trouve, voilà, on referme les portes sur cet élan de participation citoyenne et universelle en resserrant cette espèce de gouvernement et voilà. Il y a une confusion donc dans ce que je dis, on pourrait penser qu'il y a une confusion entre le gouvernement du peuple et la souveraineté nationale. Mais malgré tout, la souveraineté, c'est exercer, bon, j'ai pas une définition comme ça qui vient, mais c'est exercer, avoir la capacité d'exercer son destin, enfin d'orienter son destin. Et à ce moment-là, le gouvernement est le moyen de la souveraineté, si on le prend dans cette acception-là. Et on voit que, non, la souveraineté, on ne peut pas exercer la souveraineté. Donc ce gouvernement prometteur et universel est tout de suite rétréci par cette première ligne de l'article 3. Voilà. Au niveau de cette souveraineté, le peuple a tout, normalement, au titre de la souveraineté, le peuple a tous les droits. Et donc, c'est ce que donne d'une certaine façon l'article 2, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple, il a tous les droits. Sauf un, c'est celui d'aliéner justement la souveraineté. Normalement, un peuple a tous les droits, sauf un, c'est d'aliéner, de s'auto-dissoudre. Voilà. Voilà, bon. Et pour autant, d'une certaine façon, le peuple, dans cet article, en acceptant donc de se mettre sous le joug de cette constitution, voilà, s'aliène d'une certaine façon et automatiquement et d'emblée une grande partie de sa souveraineté. Et là, on retourne sur tes commentaires, Christian, sur la façon incohérente et étrange de remettre en cause cette souveraineté. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais dire sur cette souveraineté. Quant aux réflexions que
tu fais sur le suffrage direct et indirect, évidemment, là, il y a c'est quasiment une coquille, quoi. C'est quand même étrange de dire que un suffrage indirect serait universel. Tu l'as très bien noté, il n'y a pas de souci. Aucune section du peuple, alors là, c'est l'hypocrisie totale. Aucune section du peuple, tu l'as soulevé, il y a aucun souci. Aucune section du peuple, ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice, sauf qu'on le vit tous les jours, surtout lorsqu'on voit qu'effectivement, le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple, il n'en est rien, puisque ce gouvernement est confié à des représentants ou par une voie de référendum dont le peuple ne décide même pas, tu l'as très bien souligné. Donc voilà, on est d'accord là-dessus. Sont électeurs dans les conditions déterminées par la loi tous les nationaux français majeurs. Donc là, comme tu l'as dit, il n'y a pas grand-chose à en dire. On peut effectivement constater que là, c'est bien rédigé, c'est compréhensible, c'est faisable, c'est voilà, éthiquement correct, etc. Sauf que on voit que il est dit que sont électeurs tous les nationaux français majeurs des deux sexes, sauf qu'on voit que les applications à travers l'Europe et donc les lois européennes, l'appartenance de la France à l'Europe, on voit que déjà cette ligne est fausse dans la pratique. Elle est amendée pour des bonnes ou des mauvaises choses, ça c'est une autre affaire et j'ai mon opinion là-dessus, et toi aussi, mais c'est faux. C'est faux dans la pratique. Les électeurs ne sont pas que des Français dans les élections françaises. Voilà. Ok, je voudrais revenir sur deux points. C'est le fameux principe gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple, que tu as rappelé pour mettre en perspective de notre analyse critique de l'article 3, donc, qui est ce principe, il est extrait de l'article 2, et puis cette affaire de souveraineté. Alors concernant le principe gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple, j'avais dit lors de ma précédente intervention que ce n'était pas un principe, que c'était un aphorisme, c'est-à-dire que c'était un slogan. Voilà. Un slogan qui me paraissait près du niveau de cours camarade, le monde est derrière toi. Pas de même signification, mais de même niveau. Voilà. C'est joli, ça sonne bien. Voilà, mais ça n'est pas un principe. Bon, on va revenir sur les raisons pour lesquelles, mécaniquement, ce n'est pas un principe. Non, je voudrais parler du mot, enfin c'est quoi, c'est un pronom pronominal, enfin de du, par et pour. Gouvernement du peuple, pour le peuple, par le peuple, pour le peuple. Alors, gouvernement du peuple. Gouvernement du peuple, on peut considérer, c'est une affirmation, qui donne un peu une image. En France, le gouvernement, c'est le gouvernement du peuple. Et ça permet de dire que ça rentre dans cette définition très très large de la démocratie, c'est un gouvernement du peuple. Donc ça ne veut pas dire grand-chose, si ce n'est que on se revendique du peuple. C'est un gouvernement qui va se revendiquer du peuple d'une façon comme ça un peu abstraite, sans plus. Et gouvernement par le peuple, alors là c'est objectivement faux, faux dans l'application de la condition. On n'est pas gouverné par le peuple. Un gouvernement par le peuple, ça veut dire qu'on a le peuple dans des assemblées citoyennes, ou le peuple en armes, je ne sais pas, enfin bon, c'est de toute façon pas par le peuple. Donc ce slogan, il est faux. Alors, incohérence externe, puisqu'il ne s'agit pas de dire on ne constate pas, mais tout ce qui va être décliné ensuite dans les 87 articles qui suivent l'article 2, eh ben, la France n'est pas gouvernée par le peuple. Alors, par contre, pour le peuple,
Ça c'est intéressant, ça peut très bien ne pas être contredit. C'est-à-dire que on pourrait nous dire, un défenseur zélé de la Constitution pourrait nous dire, mais vous voyez, tout ce qui est écrit ensuite, là, des 87 articles, et oui, on a des représentants, on a des présidents de la République, on a un conseil constitutionnel, on a des contrôles, on a deux assemblées qui font des navettes, mais tout ça, on le fait pour le peuple. Bon. C'est autant, alors le premier du peuple, c'est une affirmation abstraite. Le deuxième par le peuple, bon, c'est un mensonge. Et le troisième, c'est un prêche religieux. C'est tout ça, on le fait pour le peuple. Voilà. Donc c'est cette remise en perspective de ce slogan qui est un aphorisme, enfin, de ce principe qui est un slogan, à la lumière de cet alinéa premier de l'article 3. Maintenant, cette affaire de souveraineté, c'est beaucoup plus grave. C'est beaucoup plus grave parce que, bon, tu as parlé tout à l'heure, souveraineté, c'est ceci, cela, bon, souveraineté, tu peux en penser ce que tu veux. La souveraineté, tu peux la définir comme tu veux, moi je peux la définir comme je veux, elle est définie nulle part. La souveraineté n'est définie nulle part. On en est réduit à essayer de construire les contours de sa définition, on lui un portrait robot, en quelque sorte, la souveraineté, à partir des bribes qu'on nous donne, comme par exemple des bribes qu'on va nous donner dans le premier alinéa de l'article 3 en nous disant que la souveraineté s'exerce, voilà. Bon, un petit peu comme disons, un commissaire de police qui cherche à faire le portrait robot de quelqu'un qui a été vu, qui sait, oui, bon, il avait une veste bleue, ah oui, petit à petit, on fait un portrait robot. Et alors, une fois qu'on a accumulé, qu'on a entassé toutes ces caractéristiques, on n'est pas guère avancé, mais si on est quand même un peu logique et qu'on a une certaine culture du droit constitutionnel, eh bien, on pourrait dire que finalement la souveraineté, c'est le pouvoir suprême. C'est une autre façon de dire le pouvoir suprême. La souveraineté, c'est le pouvoir suprême. Bon, alors du coup, à la place de souveraineté, on va mettre le pouvoir suprême. Qui exerce, là ça devient intéressant, qui exerce le pouvoir suprême? Le pouvoir suprême s'exerce par les représentants, donc ils ont le pouvoir suprême, et par le référendum. Bon, alors, ça me permet justement de renforcer encore le veto. Non, attendez, on a oublié quelqu'un, c'est un individu, c'est le PR. Le président de la République, il exerce le pouvoir suprême. Puisqu'il est à l'initiative des lois, il peut les censurer, il peut faire. Bon, voilà, il peut. Alors, censurer les lois. On anticipe un petit peu là, mais on l'a évoqué. Et c'est lui qui propose le référendum. Oui, oui, tout à fait. Et on l'a évoqué un petit peu, je pense, la dernière fois, sans me souvenir. Le président de la République, il peut bloquer des lois assez facilement, tout simplement en signant pas le décret d'application, en oubliant de le signer, en espérant que, de guerre lasse, comme il y a une telle production législative, il y a environ alors ça s'est un peu amélioré avec la dernière législature, mais la législature précédente, il y avait environ 30% des lois qui ne recevaient pas de décret d'application pour X raisons. Donc, pourquoi pas, la raison que l'exécutif disait, bon, cette loi, non, on va pas mettre de décret d'application. Et puis, ça tombait dans l'oubli d'autant plus facilement que la majorité parlementaire étant du côté du président de la République, personne n'allait porter le pet par rapport à cette affaire. Voilà. Je te laisse la parole si tu veux rebondir. Oui, enfin, là, ton glissement sémantique entre de la souveraineté, tu parles de pouvoir suprême. Je suis d'accord parce qu'en fait, je trouve que très souvent, la rédaction de ces écrits, constitutions et autres écrits du bloc, bon, sont d'un niveau d'exigence
en vocabulaire et même en syntaxe assez bas en définitive, et on le constate régulièrement. Et on a l'impression, en lisant l'article 2 puis l'article 3, donc en faisant le lien entre les deux alinéas dont on parle, que ils ont mis souveraineté nationale histoire de se payer de mots, mais en fait pour pas faire une répétition avec la ligne d'avance et le gouvernement. Donc on pourrait aussi lire, c'est dire à quel point on se perd en conjecture à la lecture de ces écrits qui sont vraiment imprécis au possible. On pourrait donc lire, donc on avait le principe qui est, tu le rappelles, oui, c'est un slogan, le gouvernement appartient au peuple, qui l'exerce par ses représentants. C'est-à-dire on peut à ce niveau-là d'imprécision, etc., on pourrait interchanger les mots. Donc effectivement, dans l'esprit, la souveraineté nationale, c'est pour donner un petit peu plus d'assises au mot gouvernement, de lui donner un petit peu d'ampleur, et effectivement se diriger vers le pouvoir absolu. Donc ils l'ont pas écrit, ça serait l'être suprême de Robespierre, etc. Donc ils l'ont pas écrit, mais c'est un petit peu ce qu'ils voulaient dire. Donc on voit, et bon, tu l'as exprimé à ta façon, moi j'ajoute quelques petites choses, mais qui vont dans le même sens. On voit que les mots sont glissants à force de non-définition. Voilà, il consacre au principe de non-répétition d'une phrase à l'autre dans la langue française. Donc on a l'impression que c'est ça, mais en fait c'est autre chose, d'autres intentions qui font preuve d'une plus grande duplicité, certainement. Enfin bon, ça c'est mon esprit taquin sur le regard que je porte sur les rédacteurs. Mais enfin voilà, on en est quand même à se perdre dans des conjectures linguistiques, sémantiques, à force d'imprécision. Et voilà, je voulais juste rajouter cette espèce d'impression supplémentaire. Oui, moi j'ai envie de rajouter une couche, parce que cette affaire de souveraineté est très, très importante, elle est centrale. Je vais m'en expliquer en donnant quelques éléments complémentaires. Tu parles de querelle de mots, querelle sémantique, non, c'est beaucoup plus grave que ça. Je vais faire un petit peu d'histoire sur le mot souveraineté. Ça vient de quoi? Au départ, ça vient de souverain. Souverain, c'est le roi. Le souverain, c'est le roi. Bon, et c'est donc le pouvoir suprême, le seul pouvoir, puisque c'est une monocratie. Donc, souverain, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire une personne, d'abord, et qui a tous les pouvoirs. C'est ça, un souverain. Alors, ensuite, on a fait la Révolution en France, hein, puisqu'on dit la Révolution française, mais on a gardé ce mot souveraineté. Alors, il faudrait l'expliquer. Hein. Je dirais qu'à défaut d'explication, on reprend. Hein, c'est-à-dire que le souverain, bon, c'est un homme qui exerce tout le pouvoir. Alors qui c'est? Bon, donc, grande point d'interrogation, on n'a pas cette définition dans la Constitution. Alors, on va dire que c'est le président de la République. Ah, donc, le premier, zone très importante de précision. Si on dit non, le souverain, maintenant, c'est le peuple. Ah. Voilà, c'est la Révolution française qui dit ça. Le souverain, c'est le peuple. Alors, il faut le dire. Pourquoi pas dans l'article 1 de la Constitution, en disant, voilà, puisqu'on dit, dans la Constitution, il y a un laïus, au début, le peuple français attaché aux droits de l'homme, patati patata. Le peuple français s'est attribué la souveraineté qu'il a enlevée de par devers la monarchie. Alors maintenant, le souverain, c'est le peuple français. Il faudrait le dire, que ce soit bien clair. Non pas dire la souveraineté s'exerce par la souveraineté, le peuple, c'est la souveraineté. Qu'on le dise, ça doit être le premier mot de la Constitution. Hein, et pourquoi pas, puisqu'elle aime bien dans le préambule faire un peu d'histoire. Avant, c'était le roi, maintenant c'est le peuple souverain. Bon. Et puis j'ai deuxième interrogation, cette affaire cet adjectif de national. Pourquoi souveraineté nationale?
Et là, je regarde un peu la presse internationale, la presse financière, et je vois entendre parler des dettes souveraines. Qu'est-ce que c'est les dettes souveraines? Les dettes souveraines, c'est une dette des États, des dettes nationales. Les dettes souveraines qui sont détenues par l'émir du Qatar, qui sont des dettes souveraines de la France. Hein, qui ne lui seront jamais payées d'ailleurs, enfin, on le payera autrement, enfin, c'est une autre affaire. Donc, alors, cette chose-là, c'est un pléonasme, bon, la souveraineté nationale et souveraineté tout court. Voilà. Ou alors, la souveraineté nationale, ça veut dire l'État, alors souverain l'État. Du coup, c'est l'État qui est souverain. On ne comprend plus non plus. Puisqu'on a parlé des dettes souveraines, c'est les dettes d'un État, la souveraineté nationale, non, c'est l'État qui est souverain. Du coup, c'est plus pareil. C'est plus pareil. Attention, parce que là on ouvre aussi une boîte de Pandore. Hein. Est-ce que la souveraineté, c'est le peuple individuellement, le peuple dans la rue, ou en armes, ou envahissant l'Assemblée, c'est le peuple numériquement, c'est lui le souverain, ou bien c'est l'État. Et en fait, le capitalisme croissanciste oligocratique, l'oligocratie capitaliste croissanciste, c'est ce qu'elle veut dire. C'est ce qu'elle veut instiller petit à petit dans notre esprit, parce que nous avons déjà dit suffisamment souvent, dit et redit, répété, que lorsqu'il y a des choses pas claires ou pas précises ou incohérentes, c'est pas le fait d'imbéciles qui n'ont pas su écrire, hein. C'est que c'est volontaire. C'est bien d'écrire ça comme ça parce que bon. Et donc souveraineté nationale, ça nous amène petit à petit à entériner le fait que le souverain c'est l'État. Et l'État, c'est pas le peuple, c'est deux choses différentes, l'État. L'État, c'est une mécanique, sauf, alors évidemment, les électeurs du droit constitutionnel, hein, qui sont des VRP, qui ne sont pas des juristes, et soi-disant les juristes constitutionnels ne sont pas des juristes, ce sont des VRP du pouvoir politique, qui nous expliquent que l'État, c'est le peuple. Non, non. On dit, oh non, l'État, c'est pas le peuple. Là, c'est une superstructure, si on voulait être, disons, calomniateur, on dirait que c'est une association de malfaiteurs qui a pris le pouvoir, bon, bref, enfin, qui l'utilise par des techniques électorales. Voilà, donc cette affaire de la souveraineté, c'est l'État, ou bien c'est le peuple. Eh bien, la Constitution, hein, ne nous dit pas si la souveraineté nationale, la souveraineté, c'est le peuple, c'est l'État. En tout cas, elle entretient la confusion.